Bien que seulement 4 types de maïs soient cultivés dans les 50 États américains, ces variétés produisent un nombre étonnant de 16 produits qui font partie de notre vie quotidienne. Les États-Unis ont dépassé la Chine pour devenir le plus grand producteur mondial de maïs avec 346,7 millions de tonnes en 2023, grâce à leurs techniques et machines agricoles avancées. Le type le plus connu de tous est probablement le maïs sucré, célèbre pour sa forte teneur en sucre, ce qui lui confère une douceur particulière. La récolte mécanisée est courante, utilisant 2 principaux types de récolteuses, automotrices ou tirées par tracteur. La Floride, l'Oregon et la Californie sont les plus grands producteurs de maïs sucré, récoltant ensemble 13,6 tonnes en 2022. Le maïs sucré est généralement récolté lorsque les grains sont encore jeunes et tendres. La récolteuse coupe la partie de la tige qui contient les épis, qui sont enlevés mécaniquement ou manuellement. En Floride, la culture du maïs sucré s'étend sur plus de 37 000 acres, la saison de récolte s'étendant d'octobre à juin. Cependant, le moment exact de la récolte varie selon les agriculteurs en raison des différences d'altitude dans l'État, qui affectent les calendriers de plantation. Dans certains États, la récolte manuelle est toujours préférée car elle permet une sélection plus précise des épis commercialisables. Cette méthode est largement utilisée dans les fermes de Floride, de Californie et de Géorgie. Le tri des épis directement sur le terrain réduit le besoin d'emballage, accélérant ainsi le processus de refroidissement. Après la récolte, les épis peuvent être acheminés vers les installations de conditionnement ou emballés sur le terrain. Parce que la douceur et la tendreté des grains commencent à diminuer dès que les épis sont récoltés, les agriculteurs refroidissent rapidement le maïs sucré à environ 32 degrés Fahrenheit. L'hydrorefroidissement, qui utilise de l'eau pour maintenir la température basse, est couramment utilisé pour garantir que les produits restent frais jusqu'à 2 semaines. Bien que le maïs sucré ne représente que 1% de la superficie cultivée en maïs aux États-Unis, le popcorn est l'une des cultures les plus populaires. Le popcorn a une apparence différente de celle du maïs ordinaire, avec une coque extérieure dure et un centre doux et humide. Lorsqu'elle est chauffée à des températures comprises entre 400 et 460 degrés Fahrenheit, l'humidité à l'intérieur du grain se transforme en vapeur, le faisant éclater. Dans les usines, le popcorn fraîchement soufflé est assaisonné selon le goût du consommateur. La popularité du popcorn est indéniable, avec plus de 232 millions d'Américains consommant cette collation en 2020, ce qui équivaut à environ 14 milliards de gallons de popcorn soufflé par an. Pour répondre à cette demande, le popcorn est récolté principalement à l'aide de récolteuses. Équipées de têtes spécifiques, ces machines permettent aux agriculteurs de récolter le maïs de jour comme de nuit. La récolteuse sépare les épis des tiges, traite les grains et jette les épis. Les grains sont ensuite séchés jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau d'humidité idéal de 14%, parfait pour le pop-up. Dans certains cas, le popcorn est récolté alors qu'il est encore en épis, à l'aide de cueilleurs de maïs qui enlèvent les épis sans décortiquer les grains. Ensuite, les grains sont retirés et classés pour garantir un bon pop. Traditionnellement, le Nebraska était le plus grand producteur de popcorn, mais en 2021, l'Indiana a pris la tête, avec plus de 97 000 acres cultivés. Une variété de maïs bien connue appartient à la famille du maïs dur ou du maïs indien, célèbre pour sa diversité de couleurs, notamment des nuances de rouge, de bleu, de violet, de jaune et de blanc. Bien que le maïs sucré et le maïs dur aient des utilisations différentes, c'est le maïs qui sert de base aux tortillas mexicaines populaires. Bienvenue dans l'Iowa, le pays de la semoule de maïs, qui a produit 2,3 milliards de boisseaux de maïs en 2020, soit environ 16,19% de la production totale des États-Unis. Actuellement, les États-Unis sont le plus grand producteur mondial de maïs, consacrant environ 96 millions d'acres à la culture et exportant environ 38% du maïs commercialisé dans le monde. Avant d'être moulus, les grains de maïs récoltés subissent un processus de séchage dans des silos jusqu'à atteindre une teneur en humidité d'environ 15%. Après séchage, les grains sont nettoyés et classés, séparés selon leur taille et leur qualité à l'aide de tamis et de tamis. Les grains sont ensuite broyés par une série de rouleaux ou de moulins, ce qui donne une fine poudre qui est à nouveau tamisée pour séparer la farine de maïs des plus grosses particules et du son. Enfin, la farine de maïs est conditionnée en sachet, conservant ainsi sa qualité et sa fraîcheur. Dans une usine coréenne de snacks, la semoule de maïs est cuite à la vapeur et pressée en une couche longue et fine, qui est ensuite coupée en lanières et frite dans un four automatique. Ces lanières sont assaisonnées de sirop et refroidies avant d'être conditionnées. La farine de maïs, en plus de son utilisation dans les grignotines, est largement utilisée comme alternative sans gluten à la farine de blé. Jusqu'à présent, nous avons parlé du maïs comme source de nourriture, mais qu'en est-il du maïs que les agriculteurs sèment pour les récoltes futures? C'est là qu'intervient le maïs de semence, ou maïs de grande culture, qui occupe environ 90 millions d'acres et est largement cultivé aux États-Unis. Des moissonneuses géantes sont utilisées pour traiter environ 10 acres de maïs par heure, ce qui équivaut à 300 000 épis par heure. Après la récolte, le maïs est acheminé vers les installations de transformation,
où il est préparé pour la prochaine saison de plantation. L'un des types de maïs les plus couramment plantés est le maïs denté, qui tire son nom de la petite dépression qui apparaît au sommet de chaque grain lorsqu'il sèche. Ce type de maïs est largement utilisé pour l'alimentation du bétail et dans la production de semoules de maïs, un aliment de base dans le sud des États-Unis, souvent utilisé pour fabriquer du gruau et des chiots silencieux. Pour nourrir le bétail, les agriculteurs récoltent l'intégralité du plant de maïs, y compris les tiges, les feuilles et les épis, et utilisent des moissonneuses géantes capables de couper jusqu'à 20 rangs de maïs en même temps. Les plants de maïs sont fermentés dans des silos pour produire de l'ensilage, une source de nourriture nutritive pour les ruminants. Les revenus des producteurs de maïs proviennent également de la vente d'épis de maïs, qui sont combinés avec d'autres aliments riches en nutriments et évalués à environ 61 $ la tonne. De plus, le maïs est transformé pour produire de l'huile, ce qui nécessite environ 2,5 à 3 livres de grains de maïs pour produire 1 litre d'huile de maïs. L'huile raffinée est filtrée et emballée et constitue une source abordable de graisse saine avec un point de fumée élevé, ce qui la rend idéale pour la cuisson à haute température. Outre l'huile comestible, le maïs est également utilisé dans la production d'éthanol, une source d'énergie renouvelable qui est l'un des principaux produits industriels dérivés du maïs. L'éthanol contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et peut être utilisé comme additif pour carburant ou comme carburant autonome. Pour ceux qui recherchent une expérience alcoolisée unique, le whisky de maïs, également connu sous le nom de whisky bourbon ou de seigle, est une option très populaire aux États-Unis. Après une distillation qui concentre la teneur en alcool, le whisky obtenu est vieilli en fût de chêne, lui donnant saveur et couleur. Le bourbon est un choix populaire pour les cocktails, apprécié par de nombreux amateurs de boissons. Maintenant, pouvez-vous deviner ce que ces agriculteurs récoltent? Ils arrivèrent tôt, équipés de longues échelles. J'ai bien compris. Ce sont des cerises. Chaque ouvrier porte un petit panier contenant environ 25 kg de cerises. Lorsque le panier est plein, ils se rendent au point de collecte, pèsent le chargement et transfèrent les cerises dans un conteneur plus grand. Chacune de ces boîtes rapporte environ 7 $. Elles sont généralement remplies en 1 heure et 45 minutes environ. Même si les ouvriers récoltent rapidement, chacun a une technique spécifique pour éviter de casser les branches ou d'abîmer les fruits. Les cerises doivent être cueillies avec leurs tiges pour préserver leur qualité, et les agriculteurs enlèvent également toutes les feuilles qui accompagnent le fruit. Lorsqu'un grand bac est rempli, l'étiquette de la récolteuse est scannée par le gestionnaire, enregistrant la quantité de bacs récoltés. Les cerises sont ensuite transportées hors de la ferme, où elles sont rapidement lavées pour refroidir avant d'être acheminées vers l'usine de conditionnement. Washington est le plus grand État producteur de cerises des États-Unis, responsable de plus de 50% de la production nationale. Certaines fermes utilisent des machines appelées « shakers » pour accélérer la récolte. Ces machines s'enroulent autour du tronc de l'arbre et le secouent doucement dans toutes les directions, assurant que les branches soient secouées uniformément, faisant tomber les cerises sur des bâches, avant d'être transférées dans des réservoirs d'eau pouvant contenir jusqu'à 1000 kg de cerises, gardant les frais. Saviez-vous qu'août est le mois des melons les plus sucrés? Au début de la saison, les melons ne sont pas encore complètement mûrs, alors les agriculteurs parcourent les champs avec des sacs, sélectionnant soigneusement les plus sucrés. Dans une autre ferme, les agriculteurs collectent les melons dans de petites caisses et les chargent sur des camions. Ces premiers melons, étant limités et particulièrement sucrés, sont vendus sur les marchés locaux. Quelques semaines plus tard, généralement en août, commence la récolte principale. À ce stade, les exploitations agricoles embauchent davantage de travailleurs et utilisent des machines pour garantir que les melons mûrs soient rapidement emballés. Les ouvriers coupent les vignes avec de petits couteaux et récoltent chaque melon individuellement. Ils sont ensuite placés sur des rampes et suivis par des tapis roulants jusqu'aux machines de récolte. Certaines fermes qui vendent des melons localement disposent de lignes de conditionnement dans les champs mêmes, où les emballeurs trient les melons par taille et les placent soigneusement dans des boîtes. Chaque melon et boîte reçoit une étiquette avec un code de suivi obligatoire. Les fermes de Californie, le plus grand État producteur de melons, emballent leurs produits dans leurs propres installations et distribuent les melons dans tout le pays. Les graines de melons, plantées début mars, mettent environ 90 jours à mûrir. Les fermes de melons multigénérationnelles, comme celle-ci, vieille de 111 ans, ont perfectionné leur méthode de culture et de récolte, produisant des melons dorés avec une teneur en sucre presque 2 fois supérieure à celle des melons ordinaires. Tous les melons récoltés sont stockés au froid entre 36 et 38 degrés F, ce qui prolonge leur durée de conservation jusqu'à 3 semaines. Les citrouilles sont devenues l'un des symboles les plus emblématiques de l'automne et la récolte commence début septembre. Des équipes de 20 à 30 agriculteurs travaillent dans les champs, inspectant chaque citrouille et coupant la tige avec de gros ciseaux. Les citrouilles mûres sont alignées en rangées, prêtes pour le grand jour de récolte. Même une fois la tige coupée, les citrouilles peuvent continuer à mûrir et à prendre leur couleur orange. Chaque jour, les agriculteurs récoltent environ 20 000 citrouilles,
certaines pesant jusqu'à 50 kg. Les agriculteurs doivent certainement avoir l'impression d'aller à la salle de sport, mais pour accroître leur efficacité, de nombreuses grandes exploitations agricoles ont opté pour l'utilisation de machines à récolter les citrouilles. Ces machines peuvent récolter jusqu'à 4 rangées de citrouilles à la fois. Les citrouilles sélectionnées sont conservées dans un entrepôt à une température comprise entre 80 et 85 degrés Fahrenheit pendant 10 à 14 jours, permettant à la peau de durcir et aux coupures de cicatriser. Passé ce délai, ils sont soigneusement lavés puis acheminés vers les marchés et les champs de citrouilles où les gens peuvent les acheter, surtout à l'approche d'Halloween. Fait intéressant, les citrouilles peuvent être conservées jusqu'à 1 an. Les citrouilles endommagées qui restent dans le champ sont alignées par une machine, et une autre machine de concassage passe par chaque rangée, les transformant en engrais et récoltant les graines pour la saison suivante. Adieu les citrouilles oranges vifs et bienvenue dans les champs de maïs doré de l'Iowa. La récolte des semences de maïs à grande échelle se fait mécaniquement, avec des machines pouvant couvrir 6 acres par heure, ce qui équivaut à environ 900 boisseaux. Saviez-vous que ces champs de maïs abritent également de nombreux cochons sauvages? Éloigner ces animaux est une tâche importante pendant la saison des récoltes, car ils peuvent causer de nombreux dégâts aux cultures. Pendant la haute saison, les grandes exploitations agricoles aux États-Unis utilisent simultanément plusieurs récolteuses, qui effectuent les fonctions de coupe, d'épluchage et de récolte en une seule étape, ce qui augmente considérablement l'efficacité. Les États-Unis restent le plus grand exportateur mondial de maïs, avec le Mexique, la Chine et le Japon parmi leurs principaux marchés. Maintenant, allons aux champs de maïs sucré. Dans les petites exploitations, la récolte manuelle est encore assez courante, surtout lorsqu'il s'agit de maïs sucré frais. Sur des fermes mesurant environ 300 acres, plus de 120 travailleurs sont embauchés pendant la haute saison, gagnant environ 15 $ de l'heure. La récolte se fait souvent la nuit lorsque la chaleur du jour est intense. L'Iowa reste le plus grand producteur de maïs aux États-Unis, avec 90% de ses terres agricoles consacrées à cette culture. Aimez-vous les cornichons? Les concombres marinés sont généralement récoltés 50 à 60 jours après la plantation. Cependant, il faut une équipe d'environ 100 ouvriers pour récolter efficacement un acre de concombres. Selon la variété et les conditions météorologiques, les concombres peuvent être récoltés jusqu'à 2 fois par jour pendant 25 à 30 jours. Lors de la récolte manuelle, les ouvriers portent souvent des gants et chacun peut récolter 1 à 1,5 tonnes par jour. Dans les grandes exploitations de concombres, comme celles du Michigan et de la Floride, les récolteuses mécaniques peuvent couvrir jusqu'à 3 acres par heure. Aux États-Unis, la production moyenne en plein champ peut varier entre 3 et 15 tonnes par acre. Ces machines enlèvent non seulement les feuilles et les vignes, mais séparent également délicatement les concombres. Les agriculteurs utilisent ces récolteuses en raison de la forte demande, les États-Unis produisant jusqu'à 450 millions de livres de concombres par an, ce qui représente 63% de la production totale du pays. Certaines de ces récolteuses sont si avancées qu'elles disposent déjà de mécanismes de tri, séparant les concombres selon leur taille, leur couleur et d'autres critères de qualité. Les concombres endommagés sont automatiquement renvoyés au champ pour décomposition. Et maintenant, regardez ce qui se passe dans un champ de choux. Le jour de la récolte, les ouvriers coupent les feuilles extérieures et placent les choux sur des tapis roulants. En 2022, les États-Unis ont produit environ 22 millions de tonnes de choux, la Californie étant responsable de 7,1 millions de cette production. Ces dernières années, de nombreuses grandes exploitations commerciales ont commencé à utiliser des moissonneuses-batteuses modernes. Il s'agit par exemple d'une machine utilisée pour récolter le chou vert. 3 ouvriers sont nécessaires pour couper les feuilles et organiser les choux dans des caisses en bois. Ces machines, en plus d'économiser du travail manuel, sont équipées de coussinets en mousse pour éviter que les choux ne soient endommagés. Dans les fermes produisant du chou rouge, seules 2 récolteuses sont nécessaires, car elles utilisent des machines plus modernes qui coupent plus proprement les feuilles. Outre les citrouilles, le maïs et les concombres, d'autres produits agricoles sont également soumis à des processus de récolte avancés. Un exemple est celui du raisin, qui joue un rôle essentiel dans la production de vin. En Californie, le plus grand État producteur de raisins des États-Unis, les vendanges ont lieu d'août à octobre. Traditionnellement, les raisins sont récoltés à la main, car une sélection rigoureuse des fruits est essentielle à la qualité du vin. Cependant, de nombreux vignobles modernes emploient désormais des vendangeuses mécaniques capables de secouer doucement les vignes, séparant les grappes mûres sans endommager les fruits. Après la récolte, les raisins sont rapidement transportés vers les caves, où ils sont pressés et fermentés pour produire du vin. L'industrie du café évolue également constamment en ce qui concerne la récolte. Dans les grandes plantations de café du Brésil et de Colombie, la récolte mécanisée est de plus en plus courante. Ces machines sont conçues pour secouer les plants de café, en abattant les baies mûres sans endommager les branches. Dans les petites exploitations ou sur les terrains montagneux où les machines ne peuvent pas fonctionner, la récolte se fait toujours manuellement, les ouvriers récoltant soigneusement les grains un par un. Après la récolte,
Les grains sont séchés au soleil ou dans des séchoirs industriels avant d'être torréfiés et transformés. Un autre exemple intéressant est la récolte des amandes. Dans les États de Californie et du Texas, où la production d'amandes est importante, la récolte est hautement mécanisée. Tout d'abord, une machine appelée shaker saisit le tronc de l'arbre et le secoue vigoureusement, faisant tomber les amandes au sol. Ensuite, une balayeuse d'amandes traverse les champs, rassemblant les amandes en rangées bien nettes, avant qu'une autre machine ne les aspire dans un réservoir de stockage. L'ensemble du processus, du début à la fin, est soigneusement chronométré pour garantir que les amandes soient récoltées au point de maturité idéal. En parlant de fruits tropicaux, la culture de l'ananas à Hawaï est une tradition vieille de plusieurs siècles, la récolte se faisant à la fois manuellement et à l'aide de machines. Lorsque les ananas atteignent leur maturité, ils sont récoltés à la main pour garantir que le fruit ne soit pas endommagé. Certaines exploitations agricoles utilisent des tapis roulants dans les champs, qui facilitent le transport des fruits récoltés directement vers les camions de distribution. Après la récolte, les ananas sont immédiatement acheminés vers les installations de conditionnement, où ils sont lavés et préparés pour l'exportation. Et nous ne pouvons pas oublier les pommes de terre, l'un des aliments les plus populaires au monde. Aux États-Unis, notamment dans l'Idaho, le plus grand État producteur de pommes de terre, la récolte est entièrement mécanisée. Les récolteurs de pommes de terre extraient les tubercules du sol et les transportent par des courroies vers des conteneurs où ils sont temporairement stockés. Pendant le transport, les pommes de terre sont criblées pour éliminer les cailloux et les débris. Une fois récoltés, ils sont acheminés vers des hangars de stockage réfrigérés, où ils peuvent être conservés au frais pendant plusieurs mois avant d'être distribués pour la consommation. Cette modernisation des processus agricoles contribue à réduire le temps de récolte et à minimiser les pertes, garantissant ainsi que les aliments arrivent frais sur les étagères du marché. Des fruits délicats aux céréales et tubercules, les innovations agricoles continuent d'améliorer l'efficacité et la durabilité des cultures. Outre les cultures mentionnées, la culture et la récolte d'autres produits agricoles ont également évolué au fil du temps, intégrant de nouvelles technologies qui transforment le secteur et augmentent l'efficacité. Les olives par exemple, sont une autre culture qui nécessite un processus de récolte minutieux. L'Espagne, le plus grand producteur d'olives au monde, utilise à la fois des méthodes traditionnelles et mécanisées pour récolter ce fruit, qui constitue la base de l'huile d'olive. Dans les petites exploitations, la récolte se fait encore manuellement, les ouvriers utilisant de longs bâtons pour frapper les arbres, faisant tomber les olives sur des bâches posées au sol. Dans les grandes plantations, des machines spéciales secouent les arbres ou utilisent des bras mécaniques pour retenir et secouer les branches, afin d'éviter d'endommager les olives. Après la récolte, elles sont immédiatement acheminées vers le pressage, se transformant en la fameuse huile d'olive extra vierge. La canne à sucre l'une des principales cultures tropicales, notamment au Brésil et en Inde, a également connu une révolution dans le processus de récolte. Traditionnellement, la canne à sucre était récoltée manuellement, les ouvriers utilisant des machettes pour couper les tiges au niveau du sol. Aujourd'hui, dans les exploitations à grande échelle, les récolteuses mécaniques dominent la scène. Ces machines coupent les tiges de canne à sucre en petits morceaux, les nettoient et récupèrent les restes dans le champ, prêts à être acheminés vers les usines de sucre ou d'éthanol. L'avancement de ces récolteuses a considérablement réduit le temps de récolte et les coûts d'exploitation, tout en augmentant la sécurité des travailleurs, qui étaient souvent confrontés à des conditions dangereuses. La culture du soja aux États-Unis, au Brésil et en Argentine, principaux producteurs mondiaux, est hautement mécanisée, avec l'utilisation de récolteuses de pointe. Ces machines parcourent les champs, coupant les plants de soja et séparant les fèves des gousses en un seul processus. L'utilisation de drones et de capteurs pour surveiller les cultures gagne également en popularité, aidant les agriculteurs à détecter les maladies et les ravageurs en temps réel, ainsi qu'à optimiser l'utilisation de l'eau et des engrais. Le soja est l'un des plus polyvalents, étant utilisé à la fois pour la production d'huile végétale et pour l'alimentation animale et les biocarburants, ainsi que pour des aliments tels que le tofu et le lait de soja. Un autre exemple est la récolte du blé l'une des cultures les plus anciennes au monde et l'une des plus produites, notamment aux États-Unis, en Chine et en Russie. Les récolteuses de blé modernes sont des machines très sophistiquées, capables de couper, battre et séparer les grains de paille en un seul mouvement, couvrant de vastes superficies en peu de temps. Le blé récolté est transporté vers des silos de stockage, où le niveau d'humidité est soigneusement contrôlé pour éviter que les grains ne se détériorent avant la mouture. La récolte du riz dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam, les principaux producteurs mondiaux, a également subi des transformations avec les progrès de la mécanisation. Le riz est une culture qui nécessite des champs inondés et qui a longtemps été récoltée manuellement. Aujourd'hui, cependant, l'utilisation de récolteuses de riz, conçues spécifiquement pour les conditions marécageuses des plantations, a révolutionné le processus. Ces machines coupent et battent le riz en même temps, augmentant ainsi considérablement la productivité. Une fois récolté,
Le riz est séché et transformé avant d'être conditionné pour la distribution. Certaines variétés, comme le riz basmati et le riz japonais, nécessitent des processus de récolte et de manipulation spécifiques pour maintenir la qualité des grains. Le secteur agricole a également bénéficié du développement de systèmes des * irrigation automatisée * et de * culture de précision * qui garantissent la récolte de produits de haute qualité, même dans les zones aux ressources en eau limitées ou aux conditions météorologiques défavorables. Les capteurs de sol, les satellites et l'intelligence artificielle jouent désormais un rôle important dans la prévision des meilleurs moments de plantation et de récolte, contribuant ainsi à maximiser la productivité des exploitations agricoles du monde entier. Aviation agricole *, avec l'utilisation de drones et d'avions, facilite également le suivi et l'entretien des grandes plantations, garantissant une récolte efficace et de qualité. Ces progrès permettent aux agriculteurs de bénéficier d'une plus grande productivité, ainsi que de pratiques plus durables, minimisant l'impact environnemental. De l'optimisation de l'utilisation de l'eau à la protection contre les ravageurs, la technologie continue de transformer l'agriculture en un secteur de plus en plus moderne et efficace. Ces innovations et techniques plus avancées sont essentielles pour répondre à la demande mondiale croissante de nourriture alors que la population mondiale continue de croître, garantissant que les produits agricoles sont récoltés de manière efficace, durable et de haute qualité.